Et dans l'affaire des brigandes, eh bien, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est défendre la vérité. Moi, je suis quand même consterné de voir que la quasi-totalité de ce qu'on appelle la mouvance nationale est pris parti pour les brigandes. Et disons-le même franchement, dans les faits, pour les brigandes contre Rivarol, contre nos informations, contre notre enquête, contre nos révélations, contre nos mises en garde. Bon, voilà un directeur de journal qui a fait une enquête, d'ailleurs pendant une période assez longue, assez poussée, qui publie le résultat de son enquête, et on l'agresse à son domicile personnel, à la tombée de la nuit, pour faire pression sur lui, hein, parce qu'il a publié un dossier dérangeant. Il ne faut jamais, dans une affaire, voir les choses en fonction de ses sympathies ou de ses antipathies, mais voir les choses telles qu'elles sont, et ne pas commettre de déni du réel. Or, je constate que les brigandes n'ont cessé de mentir. Et ce qui me désole dans les reportages que j'ai vus ici ou là, les interviews qu'on fait d'elle, moi je suis pas choqué par le principe qu'on fasse des interviews d'elle, à condition qu'on pose des questions dérangeantes, on donne aussi la parole à des anciens adeptes qui ont le courage sur leur véritable identité de témoigner, qu'on fasse appel à nos informations, nos révélations, voilà, que chacun puisse s'exprimer. Ou en tout cas qu'on leur pose des questions dérangeantes, qu'on leur soumette les textes délirants de la Bruyère, qu'on montre leurs déclarations mensongères, contradictoires, qui n'ont cessé de varier, etc. Voilà, ça c'est du journalisme. Mais là on leur sert à la soupe, je veux dire, c'est quand même hallucinant. On leur pose comme question, est-ce que vous êtes dans une secte ? Est-ce que vous avez l'impression d'être responsable de dérives sectaires? Personne qui est dans une secte doit vous dire oui, je suis dans une secte, oui, je suis en pleine dérive sectaire. Enfin, je veux dire, c'est débile comme question, c'est débile. Non, mais le niveau du journalisme dans nos milieux, excusez-moi, mais c'est d'une débilité. Voilà des jeunes femmes qui ont pris le nom d'héroïnes vendéennes, les brigandes, qui se sont présentées au tout début de leur représentation publique comme des catholiques et des catholiques ferventes, traditionnalistes, contre-révolutionnaires. Bon. Lorsque nous avons sorti notre dossier d'Henri Varol, à la suite notamment, mais pas seulement, de contacts que j'ai eu avec d'anciens adeptes, mais aussi à la suite de textes que j'ai eu de la Bruyère, des délirants, et d'une émission de Radio Brigande où ils défendaient la franc-maçonnerie, où ils opposaient une franc-maçonnerie rouge, qui serait mauvaise, et une franc-maçonnerie blanche, qui serait bonne. Voilà, ce qui est tout à fait le propre des ésotériques, des gnostiques, etc. En fait, ce sont des anti-maçons maçons du Brigande, voilà. Hein, ils se présentaient comme anti-maçons alors qu'ils sont maçons. Bon. Alors, donc, dans un premier temps, ils se sont fait passer pour catholiques. Comment on les a démasqués? D'un seul coup, dans un communiqué, il y a un droit de réponse public, hein, qu'on peut retrouver facilement, elles ont décidé collectivement, le groupe entier, du jour au lendemain, comme ça, de se convertir à l'orthodoxie. Et plus précisément l'église orthodoxe de Russie. Ça a duré le temps d'en communiquer. Après, on n'a rien vu d'autre sur leur site, etc. Et puis, finalement, après, elles sont réclamées plus ouvertement de la gnose, de l'ésotérisme. Alors là, il y a une forme de mélange d'ésotérisme, d'un certain paganisme, de la déesse Freya, etc. On n'entend plus du tout parler de ni de catholicisme, ni de christianisme, ni même d'orthodoxie. C'est fini, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, rien que des gens qui n'arrêtent pas de mentir, de dire tout et son contraire, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Bon, c'est un petit peu comme les hommes politiques qui vous mentent, qui trichent, qui volent, qui disent n'importe quoi, et les gens continuent à voter pour eux. Ben là, c'est la même façon, finalement. Bon, voilà. Hein, elles se moquent ouvertement de leur public, et on en redemande. À l'époque, il n'était pas du tout question de Joël Labruyère. Joël Labruyère n'existait pas. Il était dans l'ombre, c'est nous qui l'avons obligé à sortir et à venir sur scène, si j'ose dire. Bien que masqué, hein, parce que vous remarquerez dans les vidéos, les enfants, eux, ce qui est c'est scandaleux, on les voit bien, hein, ça, ils ne sont pas du tout masqués. Les jeunes femmes portent des loups, et le gourou, lui, est masqué. Hein, ce qui d'ailleurs en dit long sur son courage, soit dit en passant. Bon. Moi, on peut me dire ce qu'on veut, on peut dire sur moi ce qu'on veut, moi j'avance à visage découvert, hein, sous ma véritable identité, voilà. Et je n'ai pas un double ou un triple discours. Bon. Alors, donc, là, ils n'ont pas arrêté de mentir là-dessus. Ils ont menti sur qui faisait les chansons. Si vous reprenez des émissions qu'ils ont fait à Méta TV, à TV Liberté, ils disaient pas du tout qu'ils vivaient en commun au départ. Ils disaient qu'ils se retrouvaient pour écrire les chansons, qu'ils s'y mettaient à plusieurs pour les écrire, qu'on leur donnait des idées, etc. Marianne Bourgeon développe ça avec Maxime sur le divan de Méta TV avec Tepa, etc. Elle, à TV Liberté, elle dit des choses similaires, etc. À aucun moment il est dit que c'est Joël Labruyère qui seul écrit toutes les chansons, qui seul compose la musique, qui seul est le directeur artistique. Hein. Ça n'est qu'après, après les révélations de Rivarol, c'est grâce à Rivarol tout ça. Parce qu'elles disent maintenant, c'est des gauchos, je veux dire, non, c'est Rivarol qui a fait l'enquête. Hein. Après,
beaucoup plus tard, la grande presse a repris quelques informations, souvent sans nous citer d'ailleurs, souvent des articles très superficiels et même, je trouve, souvent un peu complaisants. Donc, sur la bruyère, elles ont même fait un communiqué dans les premiers droits de réponse à Rivarol en disant mais non, simplement un vague ami, mais on n'est pas d'accord avec ses idées New Age, et il n'a aucune influence sur nous, il ne travaille pas avec nous, etc. Mensonge, mensonge, mensonge actif, dans des communiqués publics. Bon, puisque maintenant elles disent le contraire, quoi. Elles disent, voilà, c'est pour autant qu'elles s'excusent, pas pour autant que... Voilà. Et les gens en tirent une conséquence. C'est-à-dire, on leur ment, on se moque d'eux, c'est le cas, et on continue. Alors, à la suite de cette enquête que j'ai publiée en avril, j'ai reçu, ce qui est tout à fait propre d'ailleurs des sectes, toute une série de menaces régulières sur mon courrier électronique. Bien. Émanant d'ailleurs de l'adresse officielle des brigandes, qui a pour nom Comité Salut Public 1793, tout un programme. Là encore, on est dans le paradoxe, la contradiction, puisqu'on se réclame d'héroïne vendéenne, et on se réclame en même temps de la terreur révolutionnaire robespierriste de 1793. Il faut le faire. Alors, il y a des menaces, des insultes, que les internautes m'excusent, mais Bourbon est une salope. D'ailleurs, dans le reportage, dans sa version intégrale de Versant la Pierre, c'est une expression qu'ils aiment utiliser, puisque une certaine Irène, version intégrale de 48 minutes, de Vincent Lapierre, pas celui de 24 minutes. Il faut payer pour le voir celui-là, mais c'est intéressant quand même parce que je trouve qu'on n'en voit plus sur le groupe. Et alors à un moment donné, Irène dit, incroyable dans un documentaire public comme celui-là, qui est censé donner une bonne image du groupe, elle parle à un moment donné de son ancien compagnon, son ancien concubin, bon, qui l'a amené dans le groupe, qui l'a quitté depuis. Elle dit en nous quittant, il nous a beaucoup craché dessus, il a dit beaucoup de mal de nous. Dans le groupe, il a un petit surnom, on l'appelle la petite salope. Voilà, hein, et je tenais à le dire, tout ça. Incroyable, ouais. C'est tout à fait la méthode de secte, des anciens adeptes qui, très courageusement, sur leur véritable identité, alors que c'est une expérience humiliante, crucifiante quand même de dire ça. Bon, on lui courage de le dire. Ils se sont fait avoir, dire qu'on s'est fait avoir, c'est jamais agréable. Bon. Mais encore faut-il avoir l'humilité intellectuelle de le reconnaître, de le dire publiquement. Bon. Donc il y a des coups à prendre dans cette affaire. Bon, bah, il faut voir les messages je ne les ai pas vus tous, hein, mais les quelques messages que j'ai vus, qu'on m'a montrés, etc. C'est des messages ignobles, quoi, avec des messages non seulement d'insultes, mais à caractère sexuel, de menaces, typiquement de sectes. Moi-même j'en ai reçu, par exemple. Hein. Et si vous voulez, ils utilisent des méthodes que dans l'église de Scientologie on appelle la propagande noire. C'est-à-dire que ça consiste à mentir, à calomnier, c'est-à-dire contre un adversaire, contre quelqu'un qu'on veut abattre, le détruire de l'intérieur, l'éliminer, voilà. Si les gens ne me croient pas, qui m'écrivent à mon adresse électronique jeromebourbon@yahoo.fr, moi je leur envoie, j'ai gardé et archivé tous ces courriels de menaces et d'insultes des brigandes, et donc ils pourront voir que je ne mens pas ou que je n'exagère pas. Voilà la moralité de ces gens. Donc les mensonges permanents, il y a les textes délirants de la Bruyère, qui sont publics, qui sont d'accès gratuit. Comment devient-on immortel? Sur les jésuites. Et ce sont les jésuites, dit la Bruyère, d'ailleurs il le redit dans le reportage de Lapierre, ce sont les jésuites qui sont responsables, c'est dans les textes, j'invente rien, on peut vérifier, qui sont responsables du naufrage du Titanic, qui sont responsables de la bombe lâchée sur Nagasaki. Ce sont les jésuites qui encore dirigent aujourd'hui l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial. Voilà. Bon, voilà les délires de la Bruyère. C'est Saint Ignace est pour lui un martien, donc quelqu'un descendu de la planète Mars. On voit très bien que derrière les jésuites, c'est le catholicisme, c'est l'église catholique, la religion catholique, c'est le Christ qui est évidemment visé, c'est évident. Seulement, on utilise des billets. Évidemment, on dit les jésuites, comme les jésuites ont ici la mauvaise presse, et puis il y a une ambiguïté avec Bergoglio, on essaye de jouer sur les ambiguïtés d'ambivalence, et malheureusement, ça marche auprès de gens dont la culture politique, religieuse, ou la culture tout court n'est pas très grande, quoi. La Bruyère, il joue sur les bas instincts, c'est-à-dire qu'il montre des jeunes femmes jeunes et jolies, souriantes, etc. Mais c'est comme les escrocs, les sectes, au départ, ils présentent toujours un visage souriant. Moi, je me rappelle, quand il y a des témoins de Jéhovah, des Mormons ou autres qui sont à la porte, mais ils sont à croquer, si j'ose dire. Ils sont extrêmement souriants. Et si vous ne saviez pas ce qu'il y a derrière, vous auriez envie d'aller boire un verre avec eux, d'aller passer une soirée avec eux, d'aller discuter, etc. C'est évident, je veux dire. Mais ça, si vous voulez, il y a l'envers du décor, après. Bon, hein, derrière, l'apparence paradisiaque, il y a l'enfer derrière. Voilà. Et donc il y a le témoignage aux adeptes, il y a les choses abominables qu'un bourreau peut faire. La Bruyère, c'est un pervers narcissique. Il n'y avait pas de témoin de l'agression, il y avait l'agressé et l'agresseur, c'est tout, bon, dans un local de boîte aux lettres. Mais je dois dire que l'agresseur, Antoine Duvivier, qui a revendiqué, prémédité
cette agression, qu'il a revendiquée en vidéo, qui a été évidemment décidée par la Bruyère. Hein. C'est évident, c'est une opération, ça. Une mission, parce que j'avais reçu des menaces, j'avais reçu un ultimatum par courrier électronique qui expirait la veille à minuit, où il fallait que je me rétracte. On m'a même proposé d'ailleurs de m'envoyer une version de lettre de rétractation que je devrais signer et publier dans Rivarol. Voilà, c'est typiquement des méthodes de secte, de voyous. Il y a un local au rez-de-chaussée de boîte aux lettres, un peu isolé, bon, il y a une porte pour entrer et sortir, donc je prends le courrier, je referme la petite boîte aux lettres, et je m'apprêtais à sortir du local, j'en étais pas encore sorti, quand je vois quelqu'un de grand, mais moi j'ai pas reconnu Antoine Vivier sur le coup, qui me dit Jérôme Bourbon, qui me crie dessus, il commence à me frapper avec des gants de combat noirs au visage, évidemment. Lorsque ça saigne abondamment, donc j'ai saigné abondamment, j'en avais partout sur les liens et tout. Donc évidemment, Dieu merci, sans grande gravité, mais c'était quand même assez impressionnant, je crois, puis, surtout quand on s'y attend pas. Et surtout que moi je suis toujours un peu dans les lunes, j'étais en train de regarder le courrier, etc. On s'y attend pas, mais il ne s'est pas présenté, contrairement à ce que j'ai entendu dire. Il y a un jeune homme qui a fait une vidéo en disant oui, le ton remonté, etc. Absolument pas, moi je n'ai pas dit un mot dans cette affaire, parce que ça a été assez vite. Je trouve ça quand même très intéressant, parce que je trouve que c'est quand même très révélateur. Surtout que je ne faisais que dire la vérité. Mais voilà que d'autres journalistes ont quand même fait des enquêtes et ont révélé des choses encore plus graves depuis. C'est que la secte est impliquée dans un meurtre. Moi je le savais parce que j'avais su par un certain nombre d'adeptes depuis 2 ans cette affaire, sauf que comme j'avais peu réussi à avoir le contact avec les familles de les victimes, bon, vous savez, dans ce genre d'affaires, c'est quand même du lourd, il faut quand même apporter des preuves, c'est compliqué. Bon, mais voilà en fait une certaine Sophie, son prénom, qui était une adepte de la Bruyère, qui, vous savez, dans ces cas-là, les adeptes, le cerveau est lavé, on a un conditionnel du gourou, ça a été sa maîtresse, hein, parce que les gourous ont souvent beaucoup de maîtresses, hein, successives ou simultanées. Hein. Bon, et c'est un pervers narcissique, donc il y a une volonté de toute puissance. Et quelle est la plus grande puissance qu'on peut avoir que de convaincre quelqu'un de se mettre à mort, de se donner la mort, fût-ce de manière par un jeûne intégral qui s'achève par la mort. Non pas un jeûne pour guérir, non pas un jeûne pour se purifier, non pas un jeûne pour faire pénitence, hein, mais un jeûne pour mourir. Et pour montrer qu'on fait partie d'une humanité supérieure, qu'on est un héros, qu'on est un elfe, puisque c'est le royaume elfique. C'est-à-dire un elfe, on est au-dessus de l'humanité ordinaire. Et que on veut montrer par sa mort héroïque qu'on n'a pas peur, qu'on a un cancer de l'utérus qui est parfaitement guérissable, qu'on pourrait soigner, et que si on soigne, et que si jamais on ne soigne, que si jamais on n'en guérit pas, on peut au moins mourir dans des conditions humainement acceptables, entouré de proches, et non pas, tandis que là, c'était avec un jeûne sans boire, sans manger, dans un cabanon au fond de la forêt, avec sans cesse les femmes de la secte qui se relayaient pour que surtout elles ne mangent pas, elles ne boivent pas, avec une dimension psychologique extrêmement forte. Le gourou, lui, il n'est pas venu, hein, il n'est pas ce courage-là. Hein. Il donnait ses ordres par téléphone à des centaines de kilomètres de là. Il restait en France, ça se passait en Belgique. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Et ça, j'en ai témoin direct de ça. La journaliste du Nouvel Observateur a fait son enquête, tout est vrai dans cette enquête. Elle a fait une enquête sérieuse, hein. Elle a fait des articles très méchants à mon égard, hein. On n'a pas 2 idées communes, mais je reconnais que dans cette affaire, des journalistes de gauche peuvent parfois, même de gauche, même idéologiquement hostiles, peuvent parfois faire une enquête qui se tienne. Hein. Je suis désolé, mais bon, dans la crise entre Le Pen et Maigret, les mois qui précédaient la crise, c'est pas Présent National Hebdo qu'il fallait lire pour savoir ce qui se passait à l'intérieur du Front National, les divisions, c'était Le Monde et Libé. C'est malheureux à dire, mais c'est là-dessus que, moi je lisais tout à l'époque, c'était là-dessus que vous aviez les informations vraies, puisque les dirigeants du Front National, tant de la tendance maigretiste que de la tendance lepéniste, pour se faire mousser, donner des informations aux journalistes de gauche qui les relayaient. Bon, c'est pas parce que la presse de gauche souvent ment, ou on est en désaccord idéologique avec, etc., que forcément, tout est forcément jeté de A à Z. Il peut y avoir parfois une enquête, une information juste et intéressante. Bon. Et donc, dans cette affaire, malheureusement, tout est vrai. Et donc, si vous voulez, alors évidemment, on va dire que c'est pas un assassinat strict parce qu'elle était d'accord, et que même l'étouffement qui a eu lieu, elle en pouvait tellement plus qu'elle a demandé à mourir, que 2 femmes du groupe l'ont étouffée avec un oreiller, ce qui effectivement est exact. Alors évidemment, avec les débats actuels sur la fin de vie, sur l'euthanasie, on va essayer de tout mélanger, bon, etc. Voilà. Mais objectivement, c'est quand même une forme de meurtre, qu'on le veuille ou non, parce que cette jeune femme aurait pu être soignée, et aurait probablement pu guérir, et en tout cas, même s'il n'avait pas guéri, elle aurait pu être traitée dans des conditions humainement et moralement tout à fait acceptables, alors que là, c'est absolument ignoble, quoi. Ça, c'est une décision de la Bruyère, personnellement. Voilà qui est la Bruyère, voilà.